Bonjour, mesdames et messieurs. Alors d'abord, un préalable. Je me suis dit, je suis sur une réunion sur l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies. Alors je me suis dit, il va y avoir que des geeks, personne en costard. Et là, je me suis bien planté. Bien. En tout cas, ravi d'être devant vous. Oui, en ce moment, je dois dire, et merci pour cette introduction, cher Philippe, c'est quand même hyper agaçant, notamment dans les médias, d'entendre ces débats faussement stupides. Est-ce que l'intelligence artificielle existe ou n'existe pas? Alors, il est vrai que Luc Julia, qui vient d'avoir la Légion d'honneur, d'ailleurs, au passage, a écrit un bouquin qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Et en gros, dans son bouquin, il ne fait que parler d'intelligence artificielle. Et de l'autre côté, nos philosophes, surtout ceux qui ont une belle gueule et qui sont à la radio, qui nous disent « Non, il n'y a pas d'intelligence artificielle parce qu'il n'y a que l'homme qui est intelligent ». Bon, on oublie tout ça, c'est ni l'un ni l'autre. D'abord, il y a un vrai problème de définition. Si on conçoit l'intelligence avec un grand I, dans le sens de notre éducation en France, pays très cartésien, dans lequel on considère que seul l'homme est intelligent et que cette intelligence est une espèce d'entité, un logiciel qui serait implanté quelque part au fond du cerveau, la glande hypophysaire d'après Descartes, évidemment, celle-là n'existe pas. C'est une évidence. Donc c'est une fausse question. Par contre, si on est dans le monde anglo-saxon, intelligence, ça veut dire radicalement autre chose. Ça veut dire la capacité de capter des données d'un environnement, de les traiter et de trouver des solutions. Intelligence Service, CIA. Donc, le vrai problème déjà, on a une difficulté sémantique par rapport à ces questions-là, parce qu'il n'y a pas une définition de l'intelligence, et en plus de ça, il y a différents types d'intelligence. Alors, j'ai fait un livre qui s'appelle L'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle, et les chimpanzés du futur. Et l'expression est à double tiroir. D'abord, l'expression n'est pas de moi, c'est de Kevin Warwick, un des grands pionniers parmi d'autres de la robotique. Et il y a une trentaine d'années, il avait dit « Ceux qui n'iront pas vers l'intelligence artificielle, eh bien, seront les chimpanzés du futur ». Sauf qu'à l'époque, on ne connaissait pas l'intelligence des chimpanzés, et que vous allez voir, ce qui a été exposé par Monsieur Arnoux, la méthode qu'il a employée donc, pour les hélicoptères, vous êtes là, merci, les chimpanzés le font très bien. Donc vous avez du bol d'avoir encore du boulot. Donc, mais plus sérieusement, tout ceci montre que, bien évidemment, on a à apprendre également de la biologie. Et là, je vais vous surprendre, car en définitive, depuis 1943, et ça a été évoqué, les réseaux de neurones artificiels, tous les enjeux de ce qu'on appelle abusivement la nouvelle intelligence artificielle, celle qui traite les données, donc machine learning et deep learning, est complètement bio-inspirée. Et sans que vous le sachiez, on est revenu complètement dans ce que j'appelle l'espace digital darwinien, c'est-à-dire nous sommes dans un environnement dans lequel tout ce que vous faites, même parfois sans le savoir et fort bien, eh bien, est lié, en définitive, à ce qu'on appelle la biologie évolutionniste, à condition de la connaître. C'est ce que je vais essayer donc de vous montrer en conclusion. Donc, de toute façon, le sous-titre de cet essai, c'est « Vers une anthropologie des intelligences ». Nous arrivons dans un monde extraordinaire où les intelligences humaines dans les différentes cultures, mais également les différentes formes d'intelligence artificielle, mais aussi la connexion avec les intelligences animales nous emmène dans une phase déjà engagée de l'évolution humaine. Nous allons connaître une période absolument exceptionnelle. Le vrai enjeu est de savoir comment nous allons avoir la maîtrise, notamment à travers tous les enjeux de société et tous ceux qui nous concernent, réchauffement climatique, inégalité sociale, etc. Évidemment, tout ceci va en même temps, comme vous allez le voir. Alors, le thème aujourd'hui, le grand sujet qui vous réunit, qui nous réunit, c'est la question donc de l'entreprise augmentée. Et là aussi, il y a une espèce de pléthore des termes, entreprise augmentée, entreprise apprenante, entreprise libérée, et avec tout ça, une petite mayonnaise qui s'appelle l'humain, tout ça en fait c'est la même chose. Et aujourd'hui, en effet, nous avons basculé depuis très peu de temps dans un monde du travail, de l'entreprise et de l'innovation qui n'a plus rien à voir avec celui qu'il y avait en gros jusqu'à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. C'est la mort du taylorisme, c'est la mort de l'hyperspécialisation, c'est la mort d'un système dans lequel ça a bien fonctionné pendant 2 siècles, hein, c'est ce qu'on appelle le premier âge des machines, où là en effet il y avait des machines dans les usines ou les moyens de production,
À partir de là, les personnes vendaient leurs compétences, ils étaient formés, et on leur demandait de faire le travail le mieux possible, quitte à se former, à incrémenter, à augmenter un peu les performances. Mais en gros, toutes les tâches étaient prédéfinies, et dans cette affaire-là, donc hommes et machines, souvent les humains étaient liés au service des machines, tout ceci donc a pas mal fonctionné, avec des difficultés bien évidemment sur le plan social, la pénibilité, donc je ne vais pas dans les débats actuels, mais en gros c'était ce domaine-là. Donc on ne demandait pas aux personnes qui étaient dans l'entreprise de créer des choses nouvelles, d'apporter de nouvelles idées. Ce n'était pas la question. On leur demandait d'être les plus performants possibles face à une tâche qui était prédéterminée. Ça va continuer en partie. Ce qui a changé maintenant, c'est cette notion d'entreprise augmentée apprenante, où là, ça fonctionne à 3 niveaux. Premier niveau, au niveau des individus. Vous comme moi, là, aussi brillant que vous êtes, quelle que soit la qualité de votre carrière et de vos réussites, vous n'avez en fait exploité au cours de votre vie qu'une partie de vos compétences. Tout au cours de notre vie, par l'éducation, par nos choix, par nos métiers, nous avons exploité une partie de nos compétences. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est que nous avons des potentialités qui, dans ces nouveaux contextes, permettent d'être exprimées. D'autre part, là aussi, de comprendre que nous pouvons apprendre tout au long des âges de la vie. Nous faisons partie d'espèces assez rares qui peuvent apprendre tout au long des âges de la vie. Voyez le changement de paradigme. On disait avant, dans le système précédent qu'on est en train de quitter, ah ben les gens, les seniors, évidemment ça me concerne, ils sont plus du tout compétents. Donc on les a virés pour mettre des juniors. Enfin, comment on a pu faire un truc aussi crétin? Mais en attendant, ça s'est fait. Et en l'occurrence, on peut apprendre à 20 ans, 30 ans, 50 ans, sauf qu'on n'apprend pas de la même manière à 50 ans. C'est pas qu'on est plus lent, mais on a de l'expérience, on a des savoir-faire et on a des perceptions peut-être plus ou moins fines selon les domaines. Donc la première chose, c'est justement ce que l'ancien fondateur, enfin le seul fondateur d'ailleurs, de Reid Hoffman, qui est le créateur de LinkedIn, il dit, en fait, nous sommes redevenus des éternels apprenants. Notre aptitude à toujours s'adapter. Dans le milieu d'avant, qui fait l'objet de discussions très intenses sur la retraite, c'était vous travaillez, après vous dégagez. Aujourd'hui, c'est en train de changer complètement, puisqu'en définitive, on est capable de continuer pour s'épanouir tout au long des âges de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, était connu dans mon domaine, mais qui n'était pas appliqué dans le système économique classique qu'on est en train de changer. Par ailleurs, un des enjeux les plus importants qu'on retrouve dans le design thinking et également dans les méthodes agiles, c'est à peu près la même chose, c'est que d'à partir de là, apprendre bien sûr par soi-même, suivre des cours, se former, mais l'enjeu également, c'est l'intelligence des réseaux. La capacité d'aller chercher donc des données, des compétences qu'ont les autres. Bill Gates, dans un article, alors ça je vous le cite, c'est le dernier numéro de la Harvard Business Review, c'est excellent d'ailleurs parce que le titre est celui-ci, la fin de la disruption digitale. Si on n'a pas les disruptions, il y a des querelle un peu théorique, je vous l'accorde, académique, sur est-ce que c'est une disruption ou pas. Sur votre exemple de l'hélicoptère, est-ce qu'on peut appeler ça une disruption radicale ou une performance? Il y a discussion, mais il est vrai qu'il y a quand même une formidable innovation à travers cela. Mais derrière cela, on s'aperçoit qu'en définitive, on a 10 ans de retard, de recul, pardonnez-moi, 10 ans de recul. Est-ce que l'arrivée du numérique, l'économie de plateforme, les applications, aujourd'hui l'IA, ont complètement disrupter au sens de bousculer, écarter les anciens systèmes économiques? Archi faux. Grâce à Uber, le service des taxis s'est amélioré et le secteur global du transport avec chauffeur n'a fait qu'augmenter. Airbnb et l'économie hôtelière, de la même manière. Les systèmes de livraison de la même manière. Donc, en définitive, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, contrairement à ce que nous avait annoncé, on va complètement balayer les systèmes économiques anciens et tout va être dans le numérique, c'est complètement faux, puisque les entreprises qui sont dans le domaine classique, comme la grande distribution, vont vers le numérique, et le numérique, comme par exemple Bonobo, alors ça, évidemment, je ne pourrais pas les louper, cela, hein, donc Bonobo, évidemment, va aussi vers du concret et le monde physique. Ce dont à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une fusion complète entre les mondes physiques et les mondes donc numériques, et ce n'est que le début. Par rapport à ça, j'évoquerai tout à l'heure un petit peu les jumeaux numériques. Donc, premièrement, dans cet enjeu de l'intelligence artificielle et de l'individu dans l'entreprise augmentée, que peut apporter l'intelligence artificielle? Très clairement, elle peut continuer à améliorer les métiers que l'on sait faire, les tâches qu'on sait faire, donc c'est les méthodes incrémentales, la performance. Mais il y a autre chose. Et ça, c'est pas très développé dans notre éducation, c'est ce qu'on appelle l'induction. C'est tout ce qui est lié à l'analyse des données. L'induction, c'est quoi? C'est comment, à partir d'un ensemble de données plus ou moins structurées, on est capable d'extraire des schémas sous-jacents qu'on ne connaissait pas. Eh bien, l'induction, c'est les fonctions de notre cerveau droit. Et celles-ci sont très peu développées dans notre parcours scolaire parce que nous,
notamment en France, nous sommes dans un système très cartésien, logico-mathématique, séquentiel, rationnel. Là-dessus, on sait faire. On est super fort. Mais derrière cela, nous avons beaucoup perdu, et c'est ça que nous retrouvons avec vos métiers et les intelligences artificielles, ce qu'on appelle donc l'intelligence naturaliste. C'est quoi l'intelligence naturaliste? Je vais vous citer un film extrêmement intellectuel, Crocodile Dundee. La journaliste va voir le héros, donc Crocodile Dundee, il est dans la brousse, et là, effectivement, le gars, il est habitué, et il est capable de percevoir, parmi la multitude d'informations qui sont là, celles qui sont pertinentes pour s'orienter, chercher un crocodile, frimer devant la journaliste, etc. Et puis le super-héros, il arrive à New York, et le premier escalator, waouh, c'est quoi ce machin? Parce qu'évidemment, la New-Yorkaise, elle est complètement dans son environnement, dans la capacité de capter les informations pertinentes dans la ville que lui n'a pas. Et ça, aujourd'hui, est absolument essentiel. Et je vais vous surprendre, c'est que les théories de l'évolution, qui ont complètement bousculé depuis 2 siècles notre rapport à la nature, au passé de l'homme et aujourd'hui à son devenir, eh bien, viennent de l'induction. Ça vient de l'analyse des data. Je vais vous surprendre, ce qu'on appelle chez nous la systématique, c'est-à-dire comment, à partir des données prélevées chez les différentes espèces, nous sommes capables d'en extraire un schéma cohérent, ce qu'on appelle les classifications. Eh bien, quand je suis rentré dans ce domaine-là, dans les années 1980, nous avions cette idée complètement stupide, l'homme descend du singe. Alors depuis, on a découvert que les chimpanzés ont un sens de l'humour, et s'il y a une blague qui les fait se péter de rire, c'est l'homme descend du singe. Et en définitive, on n'avait pas les bonnes datas, on n'avait pas le bon algorithme, et il y a 30 ans, on ne savait pas du tout où étaient les origines de la ligne humaine. Aujourd'hui, on sait que c'est en Afrique, mais on cherchait en Asie, on a cherché en Europe. Et à partir du moment où, dans les années 80, nous avons une bonne indexation des données, c'est-à-dire non biaisée, avec le bon algorithme pour analyser les données, ce qu'on appelle la systématique phylogénétique, on a eu 3 hypothèses qui ont été vérifiées depuis, et donc c'est ça que permet évidemment le machine learning et en partie le deep learning, c'est de vous proposer des solutions que vous allez sélectionner. Et aujourd'hui, les choix ont été vraiment validés, puisque nous savons que c'est en Afrique, que c'était il y a 5 à 6 millions d'années, et que notre ancêtre ne ressemblait pas à un chimpanzé, il ressemble plus à nous. Donc tout ceci, évidemment, vient du fait qu'à partir du moment où on a commencé à comprendre ce que signifiaient les relations entre les espèces ou leurs différences, eh bien c'est de là que sont nées les théories de l'évolution et qu'on a été chercher les fossiles. Donc vous voyez, c'est ça l'induction, et c'est extrêmement important. La deuxième chose pour l'entreprise augmentée, ça a été très bien exprimé dans les pitchs, c'est la manière donc de travailler entre entreprises. Enfin, à l'intérieur, les organisations. C'est super d'avoir la diversité, c'est super d'avoir des compétences, mais on voit bien que si la manière dont elles sont organisées, et c'est là qu'on arrive dans les méthodes agiles, va faire que nous allons trouver quelque chose ou pas. Tout à l'heure, donc, pardon, parce que l'hélicoptère, j'adore, je vais le reciter, pour Steam, c'est qu'il y avait une injonction top-bottom en disant, tiens, voilà, tu me réduis ça à 30%. Et le directeur technique, un type formidablement compétent, lui voyait la solution dans l'incrémentation ou l'amélioration de ce qu'on connaissait déjà. Et le fait de travailler en méthode agile, il s'agit de ça, c'est-à-dire d'avoir des personnes différentes, orientées vers le même objectif, mais qui donnent des compétences avec des processus d'essai-erreur certainement qui ont abouti à ce projet, eh bien c'est là que vous trouvez des solutions qu'on peut appeler disruptives, parce qu'évidemment, elles ne viennent pas de procéder comme auparavant. Donc voilà un bon exemple. Augmenter une entreprise, c'est la capacité d'organiser la rencontre des compétences. Et ces méthodes agiles fonctionnent en 3 temps. Premièrement, des personnes avec des compétences différentes qui décident de se réunir ou qui se mettent ensemble. Là, on produit des idées. Et à ce stade-là, c'est très darwinien, on se fiche de savoir si l'idée est bonne ou mauvaise. Le tout, c'est de faire émerger des propositions. Deuxièmement, après, on sélectionne. Quelles sont les solutions qui nous semblent les plus pertinentes par rapport à l'objectif? Ensuite, on va vers le POC, comme vous l'avez dit, et après, si ça marche, on va développer. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle l'innovation darwinienne, qui est très différente de celle que vous avez très bien évoquée, monsieur, tout à l'heure, qui était auparavant notre éducation, qui consistait à se dire, nous avons des problèmes, nous avons des objectifs, tu me réduis ça à 30%, trouvez-moi les moyens par rapport aux procédures qu'on connaît. Ça, c'est la méthode de Lamarck, Jean-Baptiste de Lamarck. L'environnement nous pose un problème ou un défi, où nous avons un projet, nous allons mobiliser donc nos recettes habituelles pour essayer d'y advenir. Dans les mondes darwiniens, c'est radicalement différent, ça fonctionne en 3 temps, c'est-à-dire d'abord produire des idées de la variation, ce que font très bien le machine learning et le deep learning. Deuxièmement, sélectionner. Troisièmement,
le POC, quatrièmement, donc développé, et là on retrouve dans le monde traditionnel. Et bien ceci est connu depuis longtemps, sauf qu'évidemment, même nous, ça fait pas longtemps qu'on l'a vraiment élaboré. Troisièmement, pour l'entreprise augmentée, c'est celle qui est capable évidemment d'être en open innovation et d'entretenir des collaborations. Les exemples étaient là, hein. Il y avait à chaque fois dans les 3 pitchs des entreprises différentes qui sont mises à collaborer ensemble, et en l'occurrence de comprendre que l'intelligence elle est dans l'entreprise mais aussi avec les autres, et ce qui vaut entre les acteurs de l'innovation avec les méthodes agiles au sein de l'entreprise, ça vaut évidemment avec les acteurs à l'extérieur de l'entreprise, et même maintenant on sait avec les clients. Un exemple que j'aime beaucoup comme définition, c'est Tim Brown. Tim Brown, vous savez, était le CEO, comme on dit en France chez les gens branchés, de IDEO. IDEO, c'est là, ce sont eux qui ont créé, il y a 30 ans, donc la souris. Alors, ça date, mais le principe reste immuable. Premièrement, ça veut dire quoi le design thinking? Ça veut dire, première chose, essayer de comprendre en quoi les clients ou les futurs usagers ont des attentes, même mal exprimées ou même surprenantes, pour des usages ou des biens ou de la consommation. Et l'idée de la souris vient de là, et c'est là qu'intervient l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité, ce qu'on appelle le need feeling, c'est-à-dire essayer d'anticiper par l'imagination, et ça, il n'y a que nous les humains qui savons le faire, les besoins des clients et de l'environnement, et à partir de là, donc, ensuite, dans la définition, il dit, essayer d'envisager à travers l'empathie, l'intelligence émotionnelle et la perception des besoins, quelles seraient donc les attentes ou les intérêts des clients et des usagers, dans la mesure de la faisabilité des techniques, et que ceci puisse permettre évidemment d'avoir de la valeur, et à la fois pour l'entreprise et bien sûr pour le client. Et là, tout est dit. Netflix a exactement utilisé ce modèle. C'est-à-dire, en premier temps, essayer d'identifier les besoins des fans de vidéos ou de films. Donc, ils ont fait de la data. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé un petit peu, quels sont les choix préférentiels de ces gens qui aiment bien les films ou les séries. Les séries commencent à peine à cette époque-là. Et là, donc, ils identifient 2 acteurs, Madame Robin, ensuite Kevin Spacey, avant qu'il ait des embêtements, le réalisateur. Ils achètent une série qui existait déjà en Angleterre, qui est House of Cards, et ils vont développer donc un marché complètement nouveau. J'aime bien donner cet exemple-là parce qu'il montre bien comment ça fonctionne en 3 temps. Premier temps, capter de la donnée, essayer de percevoir par l'intelligence artificielle, mais capter des données sur les attentes possibles d'un marché encore non exprimé. Deuxièmement, faire des prototypes, regarder ce qui se passe, et ensuite donc aller sur ce marché-là. Et en fait, vous avez vu, une fois de plus, et c'est très bien ce que dit ce dernier numéro ce papier dans le dernier numéro de HBR, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ne sont pas des marchés qui se réduisent, mais ce sont des marchés qui sont plus importants. Le marché de la série n'a été jamais aussi important et le cinéma s'est jamais aussi bien porté. Donc c'est pour ça que cette idée consistatoire à dire que ces disruptions vont remplacer l'emploi ou autre, c'est complètement faux. Justement, l'intérêt également pour les startups, elles sont forcément dans des modes darwiniens, mais pour les grandes entreprises, c'est plus compliqué, parce que ce sont des grosses structures. Comment être capable de travailler donc, de cette façon-là, avec notamment des startups ou pas. Et à partir de là, donc, elles vont créer des écosystèmes. C'est de plus en plus courant, vous le faites, on a vu la preuve, donc je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Mais là, il y a un vrai enjeu, et ça va créer un nouveau job. Alors, je ne connais pas le terme américain, mais je connais le terme français, qui est donc l'ange gardien. Puisque les startups ont dans leur ADN, j'aime pas trop l'expression, mais c'est l'expression consacrée, la capacité donc d'inventer et ensuite peut-être d'innover. Et après, le développement ira vers la grande entreprise. Mais il faut que ces startups maintiennent leur comportement innovant. Et donc, il y a des métiers nouveaux qui apparaissent, qu'on appelle donc les anges managers, qui veillent effectivement à ce que la grande entreprise n'aille pas étouffer la startup et que la startup, évidemment, puisse continuer à innover, avoir son indépendance. Eh bien, d'où l'analogie que je viens de faire avec les séries. Quand vous pensez à Game of Thrones ou d'autres séries, qu'importe, Game of Thrones, évidemment, étant le paradigme depuis un certain moment, il y a un nouveau métier qui s'appelle le showrunner, c'est-à-dire la personne qui est la garante du fait que tous les acteurs puissent avoir un rôle qui correspond à ce qu'on attend, dirigé vers l'intrigue de la série. Son objectif, et le showrunner est celui qui va veiller à ce que chaque identité puisse évidemment avancer, progresser dans son rôle et les interactions, mais également de ce fait qu'il y a une unité dans l'ensemble, évidemment, de l'action. Les showrunners, c'est ce qui correspond, évidemment, dans ce nouveau contexte. Et ça, évidemment, ça ne fait qu'augmenter les compétences. Maintenant, je voudrais vous emmener un petit peu, à nouveau, dans mon domaine. Il y a 3 types et 3 fondements de notre raisonnement. Ça remonte à Platon.
Ça remonte à Platon. Et là, c'est surprenant parce que grâce aux intelligences artificielles au pluriel, nous sommes en train de retrouver ces trois éléments. Il y a d'abord le système logico-mathématique déductif, c'est-à-dire on connaît les datas, on connaît les procédures, on sait les résultats que l'on veut. Ça a été un petit peu les systèmes experts, enfin même beaucoup d'ailleurs. Et là, c'est ce que Donald Rumsfeld appelait, c'est le connu-connu. Donc le connu-connu, d'accord, on utilise, ça se fait depuis longtemps avec l'informatique, les logiciels, donc aujourd'hui avec les nouveaux outils, donc on est sur des terrains, on sait où on va et à peu près où on va aboutir. Donc ça, c'est le connu-connu. Il y a ce qu'on appelle l'inconnu-connu. Ça peut être bizarre, mais l'inconnu-connu, c'est ce que font les chercheurs. Nous connaissons les limites de nos savoirs et nous savons à peu près où il faut aller, on l'espère, pour trouver de nouvelles connaissances, confirmer des modèles, les valider ou voire, évidemment, nous emmener à changer les modèles. Et ça, l'inconnu-connu, ça correspond grosso modo, là je suis un petit peu grossier, pardonnez-moi, un peu plus vers le machine learning. Et puis il y a ce qu'on appelle l'inconnu-inconnu, c'est-à-dire donc comment des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout puissent émerger. Et là, on est plus sur le deep learning avec donc ces capacités de proposer des choses auxquelles là vraiment on ne s'attend pas du tout. Eh bien, ces trois éléments sont au cœur de nos modes de raisonnement. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que l'intelligence artificielle au singulier n'a pas beaucoup de sens. Il y a différents types d'intelligence artificielle qui correspondent évidemment à différentes façons que nous avons donc de tenir un raisonnement, de tenir une action, de comprendre l'environnement et évidemment d'interagir avec les autres. La chose intéressante, c'est que en français, on utilise très peu ce terme qui s'appelle l'abduction. Vous connaissez ce terme de l'abduction ? L'abduction, c'est exactement ce que vous faites dans les stratégies centrées client au usage. L'abduction, c'est quand vous allez chez le médecin. Le médecin vous demande qu'est-ce que vous avez. Donc là, vous allez donner un ensemble de données, de data, sur votre état, ce que vous ressentez, vos changements. Et lui, le médecin, qu'est-ce qu'il va faire ? Avec ses data à lui, ses connaissances, il va essayer de faire en sorte que les deux systèmes de data correspondent. C'est ça le monde aujourd'hui dans lequel on est. L'abduction, c'est comment on est capable de percevoir en effet les usages des personnes, leur comportement. Et vous savez que ça pose un vrai problème sur les données personnelles avec leur préservation, pas, mais néanmoins, on est là dans ce domaine-là. Et justement, l'abduction, qui est un terme très peu connu dans l'enseignement que nous avons en France, est justement quelque chose d'essentiel aujourd'hui dans la capacité de faire fitter, je fais exprès d'employer ce terme, de faire correspondre donc deux systèmes de data et trouver la bonne solution. Maintenant, au risque de vous surprendre, la bio-inspiration, c'est le terme très à la mode. En fait, depuis 1943, ce qu'on appellera bien plus tard l'intelligence artificielle moderne, celle de l'analyse des data, commence, ça a été dit tout à l'heure et cité, avec les réseaux de neurones artificiels, qui sont évidemment pas des puces, mais qui sont des fonctions mathématiques, pas compliquées, plusieurs entrées, un traitement et ça sort. Ça, c'est les neurones, ça c'est bio-inspiré, mais après, ça fonctionne plus de la même manière, puisque les systèmes de traitement des données sont radicalement différents de la manière dont fonctionne notre cerveau. Mais en attendant, c'est bio-inspiré pour les neurones artificiels. Il y avait des problèmes théoriques qui ont été résolus dans les années 70 sur les problèmes de rétroprogrammation, et un jour, quelqu'un vient me voir en me disant « Dis donc, toi, le paléo là, qui s'occupe des singes, t'as entendu parler de la rétroprogrammation de gradient d'erreur ?» Bon, il ne savait pas que je viens de physique théorique et j'ai fait de l'intelligence artificielle il y a 30 ans. Mais la deuxième chose, je lui ai dit, tu sais mon gars, tu aurais observé les fourmis, tu aurais gagné 20 ans sur les algorithmes de rétroprogrammation de gradient d'erreur. La manière dont les fourmis vont chercher leur bouffe en déposant des phéromones, c'est de la rétroprogrammation de gradient d'erreur. Tout simplement. Dans les années 70, M. Holland met en place ce qu'on appelle et invente le concept d'algorithme évolutionnaire. Génétique au départ, qu'on appelle évolutionnaire maintenant. C'est-à-dire que quand vous allez sur Amazon, évidemment, pour ne pas faire de pub, vous savez que très vite, l'algorithme vous propose des choix qui sont proches. Mais si vous continuez avec cet algorithme, machine learning en l'occurrence, eh bien, au bout d'un moment, on n'aurait plus de choix, puisque la machine va éliminer petit à petit ce dont vous n'avez pas pris. Mais ça s'appelle la sélection naturelle, mes amis. Et pour évidemment éviter que nous perdions de la diversité, eh bien on introduit de la mutation ou de la sexualité. C'est ça, un algorithme évolutionnaire qui va réouvrir complètement les choix possibles à travers vos choix préférentiels du départ. Eh bien tout ça, c'est inspiré de la biologie évolutionniste. On continue ? En ce qui concerne aujourd'hui la question, on a parlé tout à l'heure de voitures, évidemment volantes ou autonomes, on verra ça, mais les algorithmes qui sont dedans sont inspirés des vols des tourneaux ou des bancs de poissons, ce qu'on appelle swarm, c'est-à-dire les essaims en anglais, swarm algorithms. Et j'ai regardé, l'année dernière, il y avait un colloque international très important en Nouvelle-Zélande. Eh bien, c'est formidable. Il y avait beaucoup de personnes de toutes les nationalités. Il n'y avait pas de Français.
Pourquoi? Parce que c'est pas de votre faute, mais la biologie est complètement dehors des champs de la technologie dans notre éducation, d'où la difficulté à comprendre un petit peu ce que je vous raconte. Vous le comprenez, mais pourquoi on est passé à côté? Et par ailleurs, et ça, c'est pas dans le rapport de mon ami Cédric Villani, en tout cas celui qui l'a dirigé, la troisième étape aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le darwinisme artificiel. L'année dernière, à Davos, le maître mot était écosystème. Et je peux vous dire que les écosystèmes, c'est hyper compliqué. Et là, on a besoin vraiment de data, d'algorithmes. On n'en est qu'au début. Et la machine Jean Zay va turbiner rapidement. Parce qu'aujourd'hui, en biologie, ça éclate. On est vraiment sur la génétique, l'épigénétique, le microbiote. On est sur des enjeux de big data absolument énormes pour comprendre la médecine de demain et apporter de nouvelles thérapies qui commencent à arriver d'ailleurs pour les immunothérapies. Ce n'est que le début. Mais en l'occurrence, ça veut dire quoi? Entre les blockchains, les assistants personnels, vos appareils connectés, toutes les machines que vous connaissez, en plus avec des algorithmes qui sont auto-apprenants, on appelle ça, et le terme n'est pas de moi, mais c'est d'un Français, Pierre Paulet, on appelle ça le darwinisme artificiel, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, se crée autour de nous ce que craignait le philosophe Heidegger, un espace des techniques qui évolue par lui-même comme les écosystèmes naturels. Et là, on n'en est qu'au début, et là, on va avoir besoin des outils de l'IA, évidemment, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Et par exemple, aussi, dans les années 30, il y avait, c'est ce que fait le machine learning et surtout le deep learning, on avait en génétique des populations ce qu'on appelait l'espace des adaptations possibles. Et bien ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise, comment ces machines sont capables de proposer des espaces possibles de solutions ou de changements ou d'adaptabilité. Et ça vient de la génétique des populations. Ma prétention et mon propos n'est pas de dire qu'on a tout compris avant vous. C'est faux. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'intelligence artificielle dite moderne, elle est partie de l'interdisciplinarité avec des biologistes, des informaticiens, des mathématiciens, des économistes, des psychologues. C'était il y a 60 ans. Eh bien, l'avenir, et merci de cette invitation à l'organisation, l'avenir sera aussi pour une interdisciplinarité. Ma prétention n'est pas de vous dire ce que vous allez faire, mais la prétention, c'est de mieux comprendre, à travers ces analogies fonctionnelles, les mondes qui est le vôtre et le mien, donc ce monde des intelligences qui est en train de s'ouvrir. Alors, il faut terminer avec les chimpanzés quand même, parce que je sais que vous n'attendez que ça. Les chimpanzés, ils sont extraordinaires parce qu'ils fonctionnent très bien, comme on l'a vu tout à l'heure sur ce plateau avec les pitchs. En définitive, je comprends que vous soyez un petit peu confus parfois. On vous balance des tas de méthodes agiles, des tas de termes. En gros, il y a beaucoup de termes et il y a deux approches. Les macaques, les chimpanzés. Je ne vais pas aller très loin. Mais les chimpanzés, c'est justement des groupes qui fonctionnent par fusion-fission. La fusion-fission, ça veut dire quoi? Vous êtes une entreprise, il y a des acteurs et des actrices. Vous allez en mode projet. Donc vous réunissez les personnes par la modularité, ce qui a été dit tout à l'heure sur l'exemple de l'hélicoptère ou d'autres exemples. À partir de là, le groupe va tester l'idée, l'améliorer, l'amender, voire l'écarter, et ensuite ça va revenir dans la structure. Et ben c'est ça l'entreprise libérée. L'entreprise libérée, c'est un top management qui donne la direction, qui fait tester. Comme on l'a très bien vu avec l'exemple de l'hélicoptère, pardon, c'est tellement paradigmatique que je me permets d'utiliser à nouveau. À partir de là, le groupe trouve une idée ou pas. Souvent, ça donne de meilleures idées auxquelles on avait pensé. Et après ça, donc, ça revient dans le groupe et c'est des boucles d'interaction. Et là, ça fonctionne comme en génétique. Dans les méthodes dites agiles, la manière d'innover, ça consiste à chaque fois qu'on trouve une idée, eh bien, si elle fonctionne pas encore parfaitement, de la réitérer, de la doubler. Et c'est comme ça que fonctionnent les gènes, par les redondances, en consolidant la formation qui est prometteuse et qui va nous permettre d'avoir une adaptation. Tout ceci, évidemment, est assez récent dans mon domaine, c'est ce que vous connaissez également. Mais voilà, l'intérêt, évidemment, lorsqu'on pose ces questions, est-ce que l'intelligence artificielle va nous remplacer ou pas? Rien du tout, c'est l'intelligence augmentée. L'induction, nous savons faire, c'est très simple, hein, c'est des différents en mathématiques, plus ou moins compliqués, je vous l'accorde. Il y a des gens qui connaissent mieux que moi dans cette salle, mais en gros morceau, c'est quoi? C'est des méthodes de régression plus ou moins complexes. Mathématiquement, c'est assez simple. Sauf que nous, ça nous prendra des années que la machine la fait plus rapidement. Donc c'est ça, ça ne se substitue pas à nous, ça ne nous enlève pas notre induction, mais ça permet de faire de l'induction et de l'analyse de données beaucoup plus rapidement que nous, et c'est ça qui fait que c'est augmenté, et ça ne se substitue pas à nos compétences, au contraire, donc ça les augmente. Maintenant, il me faut conclure, soyons très clairs. Le monde qui vient est déjà bousculé par 3 éléments. Premièrement, les dérèglements climatiques et les problèmes donc d'écosystèmes. Ça va être indissociable des préoccupations sur l'environnement. Pourquoi? Parce que les millennials, les jeunes, il y en a beaucoup là, ont une conception du monde qui vient et de l'avenir qui n'est pas celle de ma génération. Et les millennials, aujourd'hui, ont un pouvoir d'action
On connaît l'exemple contre Google et Facebook sur les actions de l'entreprise. Et troisièmement, c'est les problématiques. Donc, trois choses. Climat, réchauffement climatique. Deuxièmement, les jeunes. Et troisièmement, l'intelligence artificielle, bien évidemment, qui intervient là-dedans. La révolution numérique, c'est une révolution culturelle totale. Et c'est pas un hasard si l'année dernière, le 19 août 2019, vous avez le Business Roundtable de New York, 181 patrons des plus grandes entreprises américaines dans tous les domaines, qui se sont dit, on ne peut plus continuer notre business as usual si on ne tient pas compte des inégalités sociales et des problématiques de l'environnement et du climat. D'autant plus que les jeunes, ils sont de plus en plus sensibles. Et là, on revient, vous voyez, dans les mondes darwiniens, de deux manières, dont une est inattendue, par les intelligences artificielles qui sont bio-inspirées et dont les modalités d'innovation sont exactement celles que nous connaissons en biologie évolutionniste. Et également, nous sommes des humains, c'est les injonctions, les contraintes auxquelles nous sommes confrontés. Et on a bien vu, donc, l'exemple de l'hélicoptère, il y avait, ou de la même façon pour Jean Zay, c'était réduire l'énergie. Le problème des blockchains, c'est que ça consomme trop d'énergie. Donc vous pouvez avoir une technologie extraordinaire, ça consomme énormément d'énergie, ça passera pas. Donc tout ceci est absolument indissociable, et c'est ça que je trouve formidable. Vive l'évolution et soyez de bons chimpanzés. Pardon. On a envie de rester muet après ça. Alors, quand même, les enfants, pendant 20 minutes, on a entendu évoquer Platon, Lamarck, Darwin, Heidegger et Crocodile Dundee. Vous en connaissez beaucoup de speech? Alors, tant pis, je prends la liberté d'accorder, malgré le temps qui est un petit peu dépassé. Pardon. Mais, on ne peut pas vous arrêter. Allez, je prends sur moi, je prends 5 minutes de questions-réponses. Allez, je suis un dingue. Qui veut poser la première question à Pascal? Une question là. Bonjour. En fait, ce n'est pas une question, j'étais ébloui par la lumière, mais je vais trouver une question. Quand vous dites qu'il y a plusieurs intelligences, moi j'avais vu qu'il y avait 9 intelligences, dont l'intelligence conceptuelle, il y avait l'intelligence de mouvement. Comment ça se lie par rapport à ce que vous avez dit? Parce qu'on m'avait expliqué que Ribéry, par exemple, en tant que footballeur, était beaucoup plus intelligent que nous quand il s'agissait de se retrouver dans l'espace, pour faire une repose de volée, par exemple. Oui, à condition qu'il reste sur le terrain. Mais je ne pouvais pas tout dire. C'est pour dans ce livre, évidemment, l'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur, c'est le seul dans lequel je recatégorise toutes les formes d'intelligence. Donc je n'ai pas tout dit, mais ce que vous évoquez là, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle dite complète. C'est-à-dire que l'expression n'est pas de moi, c'est de M. Amara, l'ancien directeur de MIT, ou comment il s'appelle? Qu'importe, un chercheur de MIT aussi, mais qui vient, lui, d'Australie. Eh bien, aujourd'hui, on se bio-inspire. Pour la robotique, ça va aller très vite. On se bio-inspirant de ce que sont nos enfants ou nos petits-enfants, ou ce que vous avez été entre 2 et 4 ans. C'est ce qu'on appelle l'intelligence corporelle et du déplacement. Merci pour cette question. C'est-à-dire que là, c'est l'ontogénèse. Comment nous avons appris entre 2 et 4 ans, attendez, c'est phénoménal. Nous avons appris à parler, nous avons appris les règles sociales, nous avons appris à courir, à bouger et même à jouer au ballon. Eh bien, ça, on le sait aujourd'hui avec les sciences cognitives, c'est ça la grande convergence, que justement, les déplacements du corps, le rapport à l'espace et aux autres, sont des éléments qui sont des boucles interactifs qui développent les capacités cognitives. Et ce qu'on appelle donc l'intelligence artificielle incarnée, c'est exactement ça, ou ce que les Américains appellent embodiment, c'est-à-dire comment la robotique va avancer très vite, justement en passant du modèle cartésien, avec donc ce que le philosophe Daniel Dennett appelle le théâtre cartésien, comme s'il y avait notre corps qui était inerte et qui était géré par un metteur en scène. C'est ça qu'on a appris, hein. Okay, c'est pas du tout ça. En l'occurrence, on passe à un autre modèle différent, qui est un modèle inclusif, évidemment, dans lequel les boucles d'interaction vont apprendre, effectivement, par rapport au déplacement des robots, au contact, et comment ces boucles d'itération, avec les doublages que j'évoquais comme en génétique, vont certainement faire avancer d'une manière très rapide la robotique. Voilà, merci pour votre question. Oui, Pascal, c'était 5 minutes, pas par question. Ah bon? Pardon. Alors, une autre question, peut-être. À la place de la lumière, alors. Oui, bonjour Monsieur Pic, merci pour votre exposé. Alors, j'avais une question, moi, qui me semble un petit peu plus synthétique et qui, à mon avis, angoisse l'humanité. Je ne sais pas si c'est la vôtre.
est-ce que l'intelligence artificielle est capable d'imiter l'homme? C'est-à-dire, est-ce que le raisonnement humain, est-ce que l'intelligence humaine est en tout point imitable? Je pense que c'est ça la vraie question fondamentale à laquelle on s'attend. C'est-à-dire, est-ce qu'une œuvre d'art, par exemple, un jour pourra être intégralement générée par ordinateur à un point que plus personne ne pourra la distinguer? C'est déjà le cas. C'est le cas de l'homme au chapeau qui reproduit, grâce à l'intelligence artificielle, une peinture de Rembrandt. Et n'importe quel expert ne pourrait pas le... Oui, mais là, vous êtes dans l'imitation, c'est pas tout à fait pareil. Non. La machine a créé un tableau. Mais il a pris que les techniques de Rembrandt, et le tableau n'est pas un tableau de Rembrandt, c'est un tableau complètement original. C'est pas une imitation. Il a repris justement les algorithmes ou les techniques de Rembrandt par rapport à ça. Vous voyez, c'est pas une imitation, hein. Non, mais on n'est pas dans la copie, mais on est dans une forme d'imitation. C'est-à-dire que c'est un élève de Rembrandt, pour reprendre votre exemple, qui a fait un nouveau tableau de Rembrandt, mais sur une méthode, sur une manière de faire qui appartient à Rembrandt. Est-ce qu'on peut être dans la création totale? C'est-à-dire, à un moment, vous avez un tableau de maître qui n'appartient à aucune école, qui est totalement dans l'ordre de la nouveauté. Oui, le tableau, la famille Bellamy. Là aussi, qui était vendu 400 000 dollars. Et donc, vous voulez savoir où on va? C'est très clair. Vous êtes des super techniciens, vous êtes super dans vos métiers, ça on est bien d'accord. Mais vous voulez savoir où on va? Regardez le monde de l'art, regardez le monde de la mode. C'est de là que se dessine le monde de demain. Regardez le monde de la mode. Vous allez voir, c'est absolument phénoménal. Donc là aussi, et ça pose une vraie question de savoir si c'est de l'art ou pas. Alors là, j'ai déjà pris trop de temps. J'ai pas le temps de raconter l'histoire de Congo. Congo, c'était une chimpanzé qui était une amie de Desmond Morris il y a 50 ans, et il a eu l'idée de faire peindre des chimpanzés. Ils en avaient rien à foutre, sauf une qui peignait. Tout le monde s'est dit, c'est une peinture de chimpanzé. Sauf que, quand c'est ressorti 50 ans plus tard, c'était vendu chez Christie's, dans Bonham, exactement à New York, et il y avait des œuvres de Andy Warhol. Tout le monde a dit, la peinture de chimpanzé, tout le monde se marre, et Andy Warhol, ça va faire un prix. Ben, je vous assure, la peinture de Congo s'est vendue 10 fois plus cher qu'Andy Warhol. Donc, on s'est posé cette question avec les grands singes, et moi, j'ai donné le tableau devant des commissaires-priseurs, donc Pierre Conrad de Saint-Cyr. Il me dit, c'est un super tableau, c'est vachement bien. Il dit, c'est qui? Je lui dis, c'est un chimpanzé. Donc on va avoir les mêmes problématiques, évidemment. À partir du moment où l'art contemporain décide de vendre un tableau 40 000 ou 100 000 dollars, il rentre dans le domaine. Voilà, c'est pas un critère artistique, mais c'est un critère donc de l'art contemporain. À partir du moment où ça a une valeur sur le marché de l'art, ça vient de l'art. Duchamp avec son pissoir, on peut se poser la question aussi. Oui, mais ça pose une vraie question. Non, mais c'est une question hyper... On a eu la question pour l'art préhistorique aussi, vous savez, hein, donc c'est une question fondamentale, et elle se repose aujourd'hui, cher monsieur. Très bonne question. Vous êtes santé de taille à répondre à une question en 1 minute, 59 secondes? Ouais. Allez. Il y en a une? Bien sûr. Alors donc, non. Rappelez-nous le nom de cet excellent opuscule sur les chimpanzés. C'est l'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur vers une anthropologie des intelligences. Tonnerre d'applaudissements pour Pascal Pic. Merci.